Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Avec aujourd'hui comme sujet la crise des matières premières qui a lieu en ce moment et son impact sur la R&D. Nous allons voir comment la formulation assistée par l'IA peut soulager un petit peu la pression dans ce contexte. Avant de commencer, je me présente, je suis Charles Joannick, un des deux fondateurs de LabVie. Et pour information, ce webinaire est actuellement enregistré et sera disponible à la demande dans quelques heures. Vous recevrez, pour ceux qui sont en live d'abord, un email avec le lien de la vidéo, et sinon pour les autres, bienvenue à cette version à la demande. Pour ceux qui ne connaissent pas encore LabVie, quelques mots sur notre entreprise. Nous sommes une entreprise du groupe Netsch, d'où l'invitation reçue par nos collègues de Netsch Gerätebau. Et notre objectif chez LabVie, c'est d'accélérer l'innovation matériaux pour aider notre industrie en Europe à continuer à façonner le monde de demain. Avec une mission assez claire qui est de redéfinir la manière dont l'innovation matériaux, le développement de formulation est fait en Europe, grâce à une solution logicielle qu'on appelle une plateforme intelligente qui est développée donc par nous, par l'industrie, pour vous, pour l'industrie. Que fait cette solution logicielle? Tout simplement, nous exploitons ou vous aidons à exploiter les données nécessaires à la R&D afin de pouvoir développer de meilleurs produits, de meilleures formulations plus rapidement, prendre des décisions qui soient plus éclairées et aussi ouvrir l'accès aux nouvelles technologies telles que l'IA à tout type d'entreprise, de n'importe quelle taille, de n'importe quel secteur. Avant d'entrer dans les leviers d'action, et je pense qu'il est important de comprendre ce que la crise des matières premières exige concrètement de la R&D. Aujourd'hui, il y a 4 facteurs qui se retrouvent dans presque toutes les équipes de développement. Le premier facteur étant la volatilité des prix des matières premières. Des variations de prix de 10 à 20, même pour certains à 50 ou plus en quelques mois ne sont plus des cas isolés. Ça signifie que les calculs de coûts qu'on peut faire pendant la phase de développement perdent leur validité avant même que notre formulation, par exemple, soit finalisée. Donc ce que vous avez calculé au lancement du projet ne correspond plus forcément à la réalité à la fin du cycle de développement. Ensuite, nous avons des risques. Deuxième facteur, les risques d'approvisionnement liés à la supply chain. Les tensions géopolitiques, des droits de douane nouveaux, des pénuries régionales. Ce qui est disponible aujourd'hui va pas forcément l'être demain ou après-demain. Et la disponibilité de certaines matières premières est devenue assez difficile à anticiper. Le troisième facteur, ce sont les délais de réaction qui sont de plus en plus courts. Lorsqu'une matière première n'est plus disponible, il n'y a plus vraiment le temps de passer par un développement classique en mode essai-erreur. Les substitutions devraient être aussi opérationnelles que possible en quelques semaines et pas en plusieurs mois. Et tout cela avec bien sûr une qualité constante, si ce n'est même meilleure, puisque les spécifications, les normes, mais aussi les exigences de nos clients ne sont pas assouplies juste parce que le marché est devenu un peu plus difficile. La tolérance aux écarts de qualité n'a pas du tout augmenté et la pression pour s'adapter rapidement et à adapter rapidement les produits et formulations, elle, en revanche, s'est renforcée. Donc avec cette un peu double contrainte, si on veut, qui pèse aujourd'hui sur la R&D, il faut agir plus vite, réagir plus vite, avec des matières premières qui sont souvent plus coûteuses ou même moins sûres en termes de disponibilité, sans pour autant faire de compromis sur la qualité et l'innovation. En revanche, quand on distingue clairement ce que l'on peut maîtriser de ce que l'on ne peut pas maîtriser, la discussion autour de la crise des matières premières devient beaucoup plus simple. Bien sûr, ici à gauche, il y a toute une partie qui est non maîtrisable, donc les facteurs qui restent dans tous les cas en dehors du champ d'action de la R&D. D'abord, le contexte géopolitique. Personne dans un service de R&D ne va pouvoir influencer l'évolution des tensions internationales, l'apparition de restrictions commerciales ou l'instauration de nouveaux droits de douane, par exemple. Ensuite, de même pour les perturbations des chaînes d'approvisionnement, lorsqu'un fournisseur en amont ne peut plus livrer ou lorsqu'un partenaire logistique, par exemple, rencontre des difficultés, ce n'est pas un problème que l'on peut résoudre au laboratoire. Et enfin, le prix des matières premières, qui se forment, eux, sur des marchés mondiaux et qui ne se négocient pas directement dans un laboratoire, à quelques exceptions près, pour certaines matières premières. Donc ces 3 facteurs déterminent la pression à laquelle vous êtes confronté, mais ce ne sont pas les leviers sur lesquels vous pouvez agir directement. Par contre, à droite, on va voir au contraire ce qui est réellement entre nos mains en R&D, à savoir le nombre d'essais
nécessaire pour atteindre un objectif dans un projet de R&D qui va dépendre, lui, de la manière dont votre service travaille avec les données. Ensuite, l'exploitation des données historiques. Utiliser pleinement les connaissances existantes ou seulement de manière fragmentée dépend de la structure des données et pas seulement du hasard. Et enfin, cette logique de substitution. La rapidité et la précision avec lesquelles vous identifiez des alternatives dépendent vraiment aujourd'hui de votre base de données et des outils que vous allez utiliser. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, on va se concentrer sur la partie droite, c'est-à-dire les changements concrets dans votre champ du possible et pas sur la partie gauche qui serait une discussion plus géopolitique et presque philosophique. Lorsque les prix des matières premières augmentent, le premier réflexe, c'est souvent le même. Chercher d'autres fournisseurs plus compétitifs, renégocier avec les achats ou éventuellement réduire la part de matières premières dans la formulation. C'est intuitivement logique parce que le prix de la matière première apparaît directement sur la facture et il est visible. Ce qui n'apparaît pas directement sur la facture mais qui est tout aussi réel, ce sont les coûts par essai. Et qu'est-ce que coûte vraiment un essai? Ils sont systématiquement sous-estimés. On va regarder ça en détail. Alors d'abord, il y a les matières premières utilisées, bien sûr, au prix actuel du marché, comme on vient d'en parler, plus éventuellement les pertes dues à la création d'échantillons et de matières non utilisées. Ensuite, on va voir le temps des équipes, que les équipes passent à préparer, réaliser, documenter des essais, qui constituent souvent dans cette équation le poste le plus important. Troisièmement, on va y ajouter l'occupation, l'utilisation des équipements, les consommables, mais aussi après les coûts d'opportunité. Donc, c'est-à-dire que quand le laboratoire, par exemple, ne travaille pas travaille sur un échantillon qui ne serait pas nécessaire, il ne travaille pas sur un autre projet pendant ce temps-là. Et enfin, on va avoir le dernier élément qu'on appelle le time to market, donc le temps de mise en marché, puisque chaque essai supplémentaire et qui ne serait pas nécessaire va retarder, allonger le cycle de développement et donc retarder la mise sur le marché. Ces coûts par essai, si vous les multipliez par le nombre d'essais par projet et ensuite multiplié par la part de répétition évitable, puis par le nombre de projets réalisés chaque année, c'est là en fait que vous avez votre levier structurel en R&D, puisque lorsqu'on agit uniquement sur le prix des matières premières, on optimise une seule variable de l'équation des coûts des essais en global. Et donc lorsqu'on agit sur le nombre d'essais, on va optimiser toute la multiplication. C'est ça la différence entre quelques pourcents d'économie et un gain qui va agir de manière plutôt structurelle. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les essais sont-ils aussi souvent répétés? La plupart des services R&D utilisent encore Excel comme outil principal. Cela a fonctionné pendant très longtemps, mais aujourd'hui, les limites deviennent vraiment très nettes. Les volumes de données augmentent, les projets deviennent plus complexes et les exigences de rapidité continuent de croître. Donc ce qu'on voit ici, ça va être 5 conséquences typiques qu'on va retrouver chez presque tous nos clients qui travaillent avec Excel. D'une part, sources d'informations dispersées dans des fichiers Excel divers et variés, sans lien entre les données, puisque les fichiers ne sont pas reliés entre eux. Le transfert manuel de données, qui est souvent aussi incomplet. Associé à ça, une absence de structure de données commune dans l'équipe et même des fois au sein même pour une même personne. Vous y ajoutez une impossibilité de faire de recherche transversale à travers tous les fichiers qui existent, même si des outils comme Copilot de Microsoft deviennent de plus en plus performants, ils ne seront pas capables de retrouver des données si ces données ne sont pas structurées de la même manière. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les mêmes nom de colonne dans les fichiers Excel, il ne fera pas d'association entre les différentes colonnes, il n'est pas capable de faire ça. Et donc au final, concrètement, vous passez environ 45 minutes par jour à chercher des données, et puisque ça prend autant de temps, en général, l'action principale, c'est de se dire autant refaire l'essai, plutôt que d'aller passer presque une heure à rechercher les informations qui seraient éventuellement déjà disponibles. Concrètement, dans le contexte actuel de notre marché, l'exemple typique serait un fournisseur appelle et annonce qu'il va ne plus livrer une certaine matière première qui est importante à partir du prochain trimestre. Donc notre responsable R&D se souvient que une substitution pour cette même matière première avait déjà été testée 2 ans plus tôt, mais personne ne sait plus exactement par qui ni quand. Les résultats d'essai sont répartis dans plusieurs fichiers Excel,
les rapports de projet vont se trouver dans un autre dossier, et donc après 2-3 heures de recherche, l'équipe abandonne et relance les essais de substitution depuis le début. Donc c'est pas un problème de discipline, ni de compétence, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment un souci de... C'est une conséquence directe des outils avec lesquels vous travaillez au jour d'aujourd'hui en ayant mis en place Excel comme système d'exploitation de la R&D. Pour répondre aux défis d'une manière un peu globale, il ne suffit pas d'ajouter encore une solution logicielle isolée pour la saisie de données ou la gestion de projet. Et c'est pour ça que nous, chez LabVie, on adopte une approche intégrée qu'on appelle l'approche d'intelligence des matériaux. Et donc notre plateforme d'intelligence des matériaux relie 3 éléments essentiels entre eux. Les données, les processus et donc l'intelligence. Premier élément, les données. Au cœur de la plateforme se trouve une base de données propre à chaque client qui va structurer et rendre accessibles toutes les données issues des essais, des processus, des mesures, des matières premières. Elle va constituer vraiment le socle. Sans ces données, il n'y a aucune décision possible, que ce soit en R&D ou même au laboratoire si on sépare les deux. Un deuxième élément, l'intelligence, et un troisième élément, les workflows ou les processus. En parlant des workflows, peut-être en premier, les projets, les ressources, les processus, les standards de laboratoire, les instructions, etc., peuvent être représentés d'une manière digitale, vraiment depuis la formulation jusqu'aux échantillons, même jusqu'aux équipements, et pourquoi pas d'ailleurs jusqu'au stock de matières premières. Donc ça crée vraiment un flux de travail qui va être cohérent, qui va être digitalisé, qui va surtout être relié avec la base de données, dans lequel toutes les personnes impliquées vont s'appuyer en fait sur les mêmes informations. Et si vous ajoutez une couche d'intelligence par-dessus, donc sur cette base de données, on va avoir différentes applications d'IA qui peuvent être utilisées, dont on va parler dans quelques minutes. Et le point essentiel est le suivant, l'IA, dans ce cas-là, n'est pas un élément isolé, c'est un élément intégré au système qui s'appuie sur les données réelles, ce qui fait que si on combine tout ça, en fait, on crée une plateforme d'intelligence des matériaux qui est, si vous voulez, le cerveau de la R&D avec à disposition toutes les données, mais les outils pour utiliser ces données, y accéder au long terme. Donc si on prend un exemple, c'est par exemple que si mes workflows sont digitalisés d'une manière propre, que mes données vont être réellement aussi complètes dans le système. D'accord? Si ma gestion de projet n'est pas digitalisée, je ne vais pas avoir de données relatives, de métadonnées relatives au projet dans ma base de données, ce qui fait que je ne pourrais pas exploiter ces données-là en utilisant par exemple de l'IA ou même d'autres fonctionnalités. Avant de rentrer un peu plus en détail avec quelques questionnements sur ce sujet de la crise et des matières premières et de la R&D, les 4 piliers de notre plateforme, puisqu'on va s'en resservir juste après. Tout d'abord, les ressources. C'est un menu, une bibliothèque avec des sous-bibliothèques pour les matières premières, les formations, les standards de test, les échantillons, etc. Ensuite, on va avoir le hub de projet où on va pouvoir gérer nos projets, nos essais, faire du reporting et collaborer entre les utilisateurs. Le troisième hub qui va être le hub de données pour faire de la recherche, de l'analyse et de la visualisation. Et enfin, notre co-ingénieur, co-chimiste, qui est en fait le hub d'intelligence, si vous voulez, avec un système agentique, dont on a déjà parlé dans des webinaires précédents, et nos plans d'expérience basés sur l'IA qui sont complètement intégrés à la solution. Voilà pour les 4 piliers, donc nos 4 principales fonctionnalités, si vous voulez. Maintenant, 3 questions auxquelles une base de données structurée peut répondre immédiatement en cas de problème avec des matières premières, pour éviter de parler de mots crise, puisque on a des crises très régulières, donc au final, ce sont des défis qui deviennent presque quotidiens. Première question qui sera, quelles sont les formulations concernées? La seconde question, qu'est-ce qu'on a déjà testé et fait avec cette matière première? Et la troisième question, comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ce qu'on est en train d'apprendre sur cette matière première? Donc comment est-ce que je vais sécuriser mes connaissances que je suis en train d'acquérir ou que je vais acquérir dans les premières semaines? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chaque question une par une et je vais vous montrer un petit peu comment une solution telle que la nôtre peut aider à répondre à ces questions. Commençons par la première question. Quelles formulations sont impactées lorsqu'une matière première n'est plus disponible?
Dans un environnement basé sur Excel, ça signifie qu'une personne doit ouvrir des fichiers, vérifier les formulations, retracer manuellement toutes les dépendances entre ces éléments. Ça peut prendre plusieurs heures, éventuellement même plusieurs jours. Dans un environnement de données structuré comme l'EBV, ça devient une simple question posée au système. Donc le premier pilier de notre plateforme qu'on va utiliser, c'est celui qui repose sur les ressources, où on a toutes les matières premières, les formulations, les standards, etc., comme je vous le disais, dans des bibliothèques dédiées, tout en restant connectées entre elles. La bibliothèque de formulation, comme on voit ici sur l'animation, regroupe en fait toutes les recettes qui ont été créées par l'équipe depuis l'introduction de l'appli. Et à droite, vous voyez notre assistant IA qu'on utilise pour en fait, comme un moteur de recherche, j'ai envie de dire. Un petit peu comme si on avait un Google intelligent ou le mode IA de Google, mais pour votre propre base de données sans accès à Internet. Donc je vais lui demander en fait quelles formulations contiennent une matière première spécifique, là, AMP90 par exemple, puisque c'est une des premières matières premières que j'ai dans ma liste. En lui posant une question toute simple, donne-moi la liste de toutes les formulations contenant le matériau AMP90. Et en quelques secondes, j'obtiens vraiment une vue d'ensemble très claire. C'est mon périmètre de risque, si vous voulez, avec cette matière première AMP90. Et c'est donc les formulations éventuellement sur lesquelles je dois travailler, ou du moins avec lesquelles je pourrais commencer. Donc c'est vraiment le point de départ du travail pour répondre à cette question. Et ici, la valeur ajoutée n'est pas seulement la rapidité, c'est aussi la fiabilité de la recherche, puisque on n'a plus besoin de se demander si on a pensé à toutes les formulations ou non, étant donné que les informations sont reliées et interconnectées. Il n'y a aucune possibilité pour le système d'omettre une formulation, par exemple. Seconde question, qu'avons-nous déjà testé avec cette matière première? Ici, il va plus s'agir d'identifier les formulations qui sont impactées, mais de retrouver dans notre historique les connaissances qui existent déjà. Peut-être qu'un collègue a testé cette matière première il y a 2 ans dans une application similaire. Peut-être qu'il existe des essais de substitution qui ont été arrêtés parce que une des propriétés, une des cibles de propriété ou de performance n'avait pas été atteinte. Donc ces connaissances sont souvent présentes dans l'entreprise, mais rarement accessibles. Donc ici, on va, pareil, utiliser 2 piliers, les ressources et les données. Et à droite, vous voyez sur notre animation, notre menu de recherche de données qui fonctionne un peu différemment de l'assistant IA que j'ai présenté juste avant, même si celui-ci pourrait aussi être utilisé. Dans ce cas-là, c'est juste une autre manière de faire de la recherche. Je trouvais ça important de vous montrer qu'on n'était pas obligé d'utiliser l'IA et qu'on pouvait très bien travailler sans. La différence entre ces deux choses, c'est que cette recherche de données est disponible par défaut dans la plateforme, alors que l'assistant IA est bien sûr une fonctionnalité qui est optionnelle et que vous pouvez choisir à votre guise. Donc dans ce cas-là, j'utilise des filtres précis, comme on voit sur la gauche, parce que je sais déjà ce que je cherche. Chaque champ de la base de données, donc chaque colonne en fait de votre base de données peut être utilisé comme un filtre. Ici, par exemple, montre-moi tous les échantillons dans lesquels une propriété dépasse un seuil défini. En ce qui concerne ici, c'est une propriété définie de viscosité supérieure à 70. Le résultat, c'est une liste précise et pas seulement un défilement de fichiers, on va dire. Donc ça me permet de répondre seulement à la question, est-ce qu'on a déjà fait des essais? Est-ce qu'il y a déjà des échantillons et des résultats de tests avec cette matière première? Mais surtout, avec quels résultats et dans quelles conditions, en fait. Donc la véritable valeur va résider dans l'activation de connaissances qui sont déjà présentes dans l'entreprise. Et donc le travail que vous réalisez, que les équipes réalisent au cours des dernières années, devient enfin exploitable. Ici se pose souvent la question, et je vous le propose d'ores et déjà, même si on a encore quelque chose à voir ensemble, n'hésitez pas à poser des questions dans la fonction questions-réponses qui est ici et disponible sur Teams. Mais chaque champ d'information qui est disponible et qu'on remplit pour la matière première ou dans un essai, dans un échantillon, dans un projet, va être en fait réutilisé. Alors oui, ça dépend de la manière dont c'est documenté. Si on n'en fait pas des champs obligatoires et que ces champs restent vides, bien sûr que le système ne trouve pas d'informations. Ça, c'est clair. Si vous ne documentez pas quelque chose, il y a impossibilité de le retrouver. Mais le système aide en fait à documenter plus que vous le feriez avant, puisqu'on peut rendre certains champs d'informations obligatoires, qui fait que vous ne pouvez pas continuer à faire
votre tâche, votre projet ou autre, si vous avez rempli toutes les informations. Une troisième question, comment est-ce qu'on peut sécuriser et capitaliser sur ce qu'on est en train d'apprendre au cours des tests? Donc, ce qui va se passer dans les prochaines semaines a souvent plus de valeur que la majorité des essais qui ont été réalisés ces dernières années. Par exemple, les essais de substitution réalisés sous pression révèlent comment une matière première se comporte réellement, où sont les limites, ce qui ne fonctionne pas. Et ce qui serait bien, c'est que ces connaissances ne disparaissent pas une fois la crise terminée. Donc notre produit, notre logiciel propose deux manières de faire. La première, en utilisant les ressources et les projets, comme vous le voyez ici, je suis dans mon module de ressources. Je peux ouvrir ma matière première et zoomer. Voilà, je donne une première information de chez Worley 85A, et je vois dans la description que ça a été utilisé comme liant, etc. Donc je peux voir vraiment capitaliser sur pas forcément les informations que nous délivre notre fournisseur, mais vraiment de la connaissance générée par les collègues au fur et à mesure de l'utilisation de cette matière première. Ceci est un exemple, on pourra même ajouter d'autres champs avec des informations beaucoup plus spécifiques euh, plutôt que cette description un peu générique. La deuxième façon va se situer, elle, au niveau des essais, dans donc, le travail vraiment quotidien. Chaque essai contient au minimum un échantillon, et pour chaque échantillon, je vais pouvoir documenter en fait non seulement la formulation, les quantités, les paramètres de procédé, les variations, mais aussi des informations descriptives, comme vous voyez ici. Je décris ce que j'ai vu avec mon essai et mon échantillon. Qu'est-ce qui a été observé? Qu'est-ce qui s'est comporté différemment de ce qui était attendu éventuellement? Est-ce que j'ai eu des conditions inhabituelles qui ont conduit à des résultats inhabituels aussi? Ce genre de choses. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vos données structurées deviennent vraiment un savoir, j'ai envie de dire, une connaissance au niveau organisationnel, au niveau de toute l'équipe. Puisque la prochaine fois que vous avez besoin d'informations, par exemple la prochaine crise ou la prochaine grosse question, et ben votre question, en fait, ce sera plus de savoir si vous devez à nouveau travailler sous pression, chercher, passer du temps à chercher des informations, mais vraiment si vous serez capable de réutiliser ce que vous avez appris dans le passé. Donc voilà, un peu un côté aussi discipline, mais pas que. Le système vous permet de documenter de manière très détaillée. Donc voilà pour ces trois questions. Peut-être pour vous donner un peu de perspective sur le futur, sur des choses qui se passent déjà en ce moment, avant de conclure, un rapide aperçu donc, de la suite. Ce qu'on a vu jusqu'ici, ça constitue vraiment la base de données. C'est vraiment des données sur les matières premières qui soient structurées, complètes, un historique qui soit accessible, qu'on puisse consulter et utiliser, des connaissances documentées directement au quotidien. Ça, c'est notre socle. C'est vraiment l'élément le plus critique. Ici à gauche, vous voyez une comparaison issue de projets réels d'optimisation basés sur l'IA. Parce que c'est en fait vraiment cette étape suivante, ça va être la planification expérimentale ou des plans d'expérience basés sur l'IA. On en a déjà parlé ici ces derniers mois. Mais sur ce graphique, en fait, vous voyez une courbe orange, une courbe bleue et un point rouge. La courbe orange représente une approche expérimentale classique, ce qu'on appelle trial and error, essai-erreur. Le X tout à droite, en rouge, correspond à une méthode classique appelée DOE, Design of Experiment, ou plan d'expérience en français. Donc c'est une plan d'expérience statistique traditionnelle, avec ici environ 150 essais réalisés. Et enfin, la courbe bleue montre une planification expérimentale assistée par l'IA, ou alors DOE, mais assistée par l'IA. Donc elle atteint de meilleurs résultats, avec moins de la moitié des essais nécessaires aux méthodes comparées, mais une qualité 2 fois plus élevée ou un résultat 2 fois meilleur que les méthodes traditionnelles. Comment est-ce que cela fonctionne? Tout simplement, le système ne va pas se contenter de proposer les prochains essais, mais après chaque résultat, il va en fait suggérer activement les expériences les plus prometteuses à réaliser par la suite. Donc en fait, on va exploiter les données historiques, mais aussi les nouvelles données, les propriétés matériaux, les liens chimiques dans une formulation, et en permanence en fait équilibré entre, on va dire, l'exploitation de données et l'exploration de nouveaux chemins.
Et donc, dans le contexte, dans la pratique déjà, ce que ça signifie, c'est moins d'essais, de meilleurs résultats et des décisions plus rapides. Dans le contexte actuel, ça va signifier moins d'essais, moins de dépenses, et cette substitution menée aujourd'hui avec beaucoup, d'investissements et de nombreuses itérations pourrait demain aboutir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'efforts et donc moins de dépenses, moins de temps passé, moins d'euros dépensés et plus de temps, passé à travailler sur éventuellement d'autres projets ou des choses un peu plus critiques. La condition nécessaire cependant, vraiment, très important à mentionner, le machine learning n'est pas la solution miracle à tous vos problèmes. La condition sine qua non nécessaire va rester votre base de données structurée dont nous vous avons parlé ces dernières minutes. Avant de passer aux questions-réponses et de conclure ce webinaire, je voudrais faire une remarque volontaire liée au titre du webinaire. On a intitulé ce webinaire « La crise des matières premières en R&D » avec le sous-titre « Comment est-ce que la formulation incitée par l'IA réduit la pression sur l'équipe ?» Pourtant, si vous regardez un petit peu ce que je vous ai présenté aujourd'hui, vous allez remarquer que finalement, on a assez peu parlé d'intelligence artificielle. Et c'est pas un hasard, c'est pas un oubli, c'était pas du clickbaiting. Aujourd'hui, l'attention du marché, l'attention de chez plein de décideurs se concentre principalement sur ces prédictions basées sur l'IA. Les fournisseurs ou les éditeurs de logiciels vous présentent et vous vendent des algorithmes capables de prédire des propriétés, de planifier des essais et de proposer des substitutions tout en un. C'est très séduisant parce que ça véhicule une promesse forte d'efficacité. Mais dans la pratique, vous pouvez demander à tous ceux qui ont commencé, cela ne fonctionne vraiment que si les fondations sont en place. Et ces fondations suivent une logique séquentielle et non pas parallèle. Et comme on peut le voir dans le titre, les données avant l'IA. Et je le répéterai jamais assez, la première étape, c'est vraiment votre base de données. Les données structurées, interconnectées, accessibles. Sans cela, tout le reste devient inutile. C'est l'essentiel de ce que vous avez montré aujourd'hui. Sans base de données propre, vous allez dépenser des centaines de milliers d'euros à développer des algorithmes de machine learning qui vont vous délivrer des résultats moyens. La deuxième étape va être la touche un peu d'assistance comme nous on fait avec notre assistant IA. Elle va vous aider à faire de la recherche de données, à les analyser et éventuellement même à documenter les connaissances existantes un peu plus précisément. Et donc la troisième étape, faire de l'IA prédictive, planification expérimentale, prédiction de propriété, etc., etc. C'est la perspective que nous avons abordée donc il y a quelques minutes, mais vraiment, les entreprises, les équipes qui sautent la première étape n'atteindront jamais réellement la troisième. Par expérience, je peux vous le dire, je peux vous le garantir, c'est probablement l'enseignement le plus important chez la vie de ces 2-3 dernières années dans tous les projets IA en R&D. Toutes les entreprises qui utilisent aujourd'hui l'IA de manière productive ont d'abord investi dans leur base de données et dans la collecte de données, dans la structuration de leurs données. Et donc dans le contexte actuel, ça va signifier une chose très simple, vous ne pouvez pas attendre que l'IA vous sauve de changements ou de crises qui arrivent. En revanche, vous pouvez vraiment dès aujourd'hui construire la base sur laquelle l'IA de demain pourra réellement fonctionner. Merci beaucoup de votre attention. Merci d'avoir participé. Je propose d'ouvrir la session de questions-réponses en direct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous l'écris ici. N'hésitez pas à poser vos questions ici. En attendant que vous posiez vos questions, je vous remercie donc de votre participation. N'hésitez pas à prendre contact directement par email. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet labvie.io/fr et en haut à droite, vous avez la possibilité de trouver, d'ouvrir directement mon calendrier. Il faut juste accepter les cookies, comme ça l'outil de calendrier s'affiche et vous pouvez à tout moment prendre rendez-vous, ça ne coûte rien, ça ne vous engage à rien, 30 ou 45 minutes pour discuter de vos questions, vos idées, vos problèmes, vos besoins. J'y répondrai avec plaisir. Je laisse la session ouverte encore 1 ou 2 minutes. En attendant, pour ceux qui souhaiteraient déjà quitter le webinaire, merci encore
et à très bientôt pour une prochaine session.